Bonjour à tous et bienvenue sur RAR, le podcast qui transforme ta différence en moteur de croissance. Je suis pas seule, je suis avec Jérémy aujourd'hui. Jérémy, bonjour. Salut Kani, salut tout le monde. Ça va bien? Ça va et toi? Ouais, ouais, la forme, tout va bien. Très content de t'avoir parmi nous, Jérémy, pour cet épisode-là. Écoute, je te laisse te présenter si ça te va. Si aujourd'hui tu devais te présenter à ta grand-mère sans les grands mots marketing qu'on connaît, comment tu te présenterais? Je lui dirais déjà bonjour mamie, parce que la politesse c'est important chez nous. Déjà? Et je lui dis déjà merci à toi de me recevoir sur RAR, c'est très cool de ta part. Et Ok. je lui dirais très simplement, ben écoute mamie, il y a des gens qui veulent faire plus d'argent, qui veulent gagner du temps, et moi j'utilise le digital pour les aider à faire tout ça. Propre, simple, efficace. Elle te demandera où est l'argent, j'en veux un petit peu aussi. C'est ça, et puis peut-être que je dirais même pas digital, je dirais internet. Je dirais j'utilise internet pour les aider, quoi. Ouais, c'est vrai que même digital aujourd'hui, en fonction de ce qu'on veut faire, ça veut même plus trop dire grand-chose. Mais C'est ouais, vrai. effectivement. Et aujourd'hui, Jérémy, qu'est-ce qui t'anime au quotidien? Qu'est-ce qui fait que tu sors de ton lit tout content et que tu fais ce que tu fais ce que tu fais? Hmm. Ben écoute, déjà moi donc à la base si tu veux j'ai commencé très tôt. Mon premier contact avec la tech c'était au CDI. Je sais même plus qu'est-ce que ça veut dire, mais au collège c'est Centre de documentation et d'information peut-être le truc, l'acronyme, Bravo. Même moi, c'est j'avais ça? oublié. C'est ça, Ok. ouais. Voilà, j'allais au CDI et personne voulait aller au CDI et puis en fait je suis tombé sur jeuxvideo.com à la base, puisque à la base à la base hein, de base je cherchais des codes pour GTA San Andreas et je tombe sur un espèce de tuto pour craquer des PSP. Donc c'était avec ce qu'on appelait DevHook à la base. Et je commence à imprimer les tutos parce qu'il fallait imprimer. Je rentrais chez moi, je commençais à bidouiller un peu la PSP avec ce que j'avais téléchargé et tout. Et puis en fait, je me suis rendu compte que j'ai pu, si tu veux, avec sur ma carte mémoire insérer des jeux, avoir beaucoup de jeux sur la carte mémoire, etc. et tout. Et puis en fait, j'ai commencé à le faire pour plusieurs personnes. Et puis c'est devenu mon premier business quand j'étais au collège. Et en fait, ça c'était mon premier contact avec le digital, tu vois, hein, avec la tech si je puis dire. Mais pour moi, c'était juste une passion, c'était pas un métier à part entière. Donc moi, après, si tu veux, j'ai fait un parcours très simple, mais dans l'analyse financière. Donc j'ai travaillé tout ce qui était banque privée, lutte anti-blanchiment. Et puis ensuite, je me suis dit, ok, c'est cool, mais je me vois pas faire ça toute ma vie, en vrai. Et ça m'animait pas, pour répondre à ta question. Et donc du coup, je Mm. suis parti en Australie. Et quand je suis parti en Australie, donc je suis resté là-bas 6 mois. Et en fait, j'ai eu la chance donc j'ai rencontré de superbes personnes, mais j'ai rencontré surtout deux colocs qui étaient super sympas et qui me disent. Et puis un jour, moi, je partais, je faisais plein de petits boulots, je faisais du jardinage, j'étais dans la construction, j'étais serveur, j'ai même nettoyé un funérarium, un truc de fou. Waouh! Et parce qu'en fait, la petite anecdote, c'est que moi, je parlais pas anglais quand je suis parti, et je demandais à un gars que j'avais rencontré là-bas dans l'auberge de jeunesse de me traduire ce que le mec me disait. Il m'a dit oui, écoute, il a dit que tu vas juste faire du nettoyage et tout. J'ai dit ok, mais il m'avait pas spécifié l'aspect funérarium, donc je suis arrivé là-bas, c'était un peu chelou, mais bon, c'était bien payé de l'heure. Et puis du coup, en fait, je demande à mes deux colocs, écoutez les gars, qu'est-ce que vous faites? Puisque moi, je pars tous les matins bosser, faire des trucs, et puis je vois que vous êtes derrière votre PC tout le temps. Et ils me disent, bah écoute, viens. Et c'était à l'époque où c'était pas encore, donc le Covid n'était pas encore passé par là, on était en 2017. Et pour moi, les mecs me disaient, bah écoute, on travaille en voyageant. J'avais trouvé ça, mais insane. Je m'étais dit, mais c'est un truc de fou. Et j'ai compris, j'ai eu un premier shift dans mon cerveau en me disant que il y a des compétences qui sont limitées à un pays ou à une industrie, et il y a des compétences qui sont valables partout. Tu vois, des gens comme toi ou moi, si on fait de la tech ou du digital ou du growth dans d'autres pays, c'est à peu près c'est la même chose. C'est Ouais. c'est c'est pas limité parce que Internet c'est un jeu worldwide. Mais moi, j'étais en finance, donc je connaissais bien tout ce qui était francophone et tout, mais je pouvais pas le transposer ailleurs. Et puis du coup, il y en avait un qui était développeur web et l'autre qui faisait du dropshipping, donc du e-commerce à l'époque. Et je m'étais dit ah ouais trop bien, donc du coup je suis revenu à Paris pour me former et puis c'est là que j'ai entamé une espèce de tunnel où en fait j'ai repris les études. On m'a dit ouais tu reprends les études, est-ce que c'est pas reculé etc. J'ai dit mais en fait les gars vous avez pas la vision que j'ai vu des trucs, j'ai vu qu'en fait on est capable de pouvoir
bosser à distance sur des trucs qu'on kiffe, avec juste Internet et tout. Et moi, j'avais vraiment cette vision-là et qui a fait que j'ai vraiment focus. Donc, j'ai fait un master marketing digital, j'ai fait un MBA en e-business, j'ai fait un bac plus dans développement web et j'ai fait un bootcamp aussi en développement web. Mais ça, j'ai concentré en l'espace de 2 ans, parce que du coup, je faisais des cours, des masters en ligne, j'étais en alternance en même temps, etc. Et puis, du coup, ça m'a beaucoup aidé. Et mon parcours, bah, du coup, à la fin de ça, j'ai eu la chance d'être lead growth chez Growth Tribe, donc le leader en growth hacking européen. Je me suis occupé de la partie France. On a fait des très belles croissances. J'ai connu ce qu'on appelle aussi l'hypercroissance. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu as trop de demandes, que tes process suivent pas, qu'en fait tout est en train de péter dans tous les sens, comment tu fais en sorte que on baisse pas en expérience client. Donc ça, j'ai beaucoup kiffé. C'est là que j'ai fait, on reviendra dessus, mais mes grosses armes, si je puis dire, en termes d'automatisation, de process, etc. pour le growth, quoi. Et puis, le deuxième point, c'est qu'après, j'ai été head of growth, donc en startup aussi. Et là, j'ai dû monter tout le pôle, recruter des personnes, travailler avec pas mal de freelance, faire des stratégies à l'international et tout. Donc, ça m'a beaucoup aidé. Et pour finir, aujourd'hui, il y a ce qui m'anime aujourd'hui, c'est Self-Upgrade, qui est en fait, si tu veux, un condensé, une extension de moi-même, où en fait, j'aide les gens à créer des business digitaux avec tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai emmagasiné, mais en même temps, sans laisser de côté l'aspect mental et physique, puisque je suis aussi très fan de sport. Tu vois, j'ai fait des courses en montagne, j'ai fait des camps d'entraînement, etc. Et l'aspect mental, puisque je pense qu'il y a beaucoup de choses dans la vie qui partent du mindset. Et en fait, si t'as pas le mindset, tu auras beau avoir toutes les opportunités ou les compétences que tu veux. Si ton mental, il est pas travaillé pour faire face à certaines choses, ça va être un peu compliqué. Donc en fait, c'est un petit peu ça pour moi, l'upgrade, c'est comment tu évolues constamment tous les jours et que tu es meilleur qu'hier. Ah, c'est super intéressant parce qu'au final, self-upgrade, je trouve qu'il y a une résonance un petit peu avec Grar, justement. C'est effectivement de toi avancer, mais sans t'oublier toi en tant que personne. Hyper Mhm. intéressant, ok. Et justement, en termes de transition, c'est parfait. Tu as commencé à parler un petit peu de sport, etc. Est-ce qu'il y a des choses qui, toi, enfin, je pense que oui, mais qui t'intéressent en perso à côté du growth en tant que tel? Ouais, non, non, ouais, très bonne question. Mais en gros, c'est un peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que moi, déjà, je suis un passionné de lecture. Toi, j'ai une petite bibliothèque derrière moi, mais il n'y a pas tous mes livres. Mais tu vois, en fait, alors ça vient comment on dit ça, d'une grande zone d'inconfort, la lecture. C'est-à-dire que moi, quand j'étais plus jeune, tu vois, je t'ai parlé de PSP, de craquer des consoles, etc. Hmm. Ça arrivé plus tard au collège. Mais durant toute mon enfance, ma mère, en fait, m'empêchait d'acheter des jeux vidéo. J'avais pas le droit d'acheter de jeux vidéo, etc. Par contre, le seul truc que je pouvais faire, c'était lire. Et donc, du coup, en fait, j'ai commencé à lire, etc. et tout. J'ai beaucoup aimé ça. Et en fait, aux Antilles, puisque moi, j'ai grandi aux Antilles. En fait, aux Antilles, donc je sais pas comment ça se passe en Hexagone, mais en fait, quand tu es premier de ta classe au primaire, en fait, on t'offre des livres. Donc, en fait, on te donne des packs de 3 4 5 livres. Et donc, du coup, en fait, je me suis dit, ok, c'est un moyen d'avoir des livres intéressants, donc sur pas mal de choses. Et tu vois, quand j'étais petit, j'ai lu une centaine de livres, parce qu'en fait, j'ai vraiment, c'était mon exutoire, et puis ça me permettait de développer pas mal mon imagination. Donc moi, je suis un grand passionné de lecture. Je trouve que c'est un truc de fou de se dire qu'on peut avoir accès au cerveau de quelqu'un sans jamais le rencontrer, tu vois. Et ça, je trouve ça insane, tu vois. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point. Je suis aussi très fan de sport aussi. Ça aussi, ça vient aussi d'une grande zone d'inconfort. En gros, moi, à la base, je suis un asthmatique. Donc, en gros, quand j'étais petit, euh, déjà, j'étais comme un fil. Et en plus, aux Antilles, il faut comprendre un truc, c'est qu'il faut pas être susceptible parce qu'on est très moqueur, tu vois. Donc, moi, quand j'étais petit, déjà, rien que, dis-toi, en termes de cardio, je pouvais même pas faire un match de foot avec mes potes, etc. parce que je m'écroulais. J'avais vraiment aucun cardio, rien du tout. Et en fait, à un moment, je me suis dit, allez, ça suffit. Et je me suis mis vraiment au sport, mais vraiment déter, tu vois. C'est-à-dire que je me suis mis à la boxe thaï, j'ai fait ensuite un peu de MMA, j'ai fait pas mal de jiu-jitsu brésilien aussi. Et Wow. donc, du coup, en fait, ça m'a donné en fait une espèce de discipline qui fait qu'aujourd'hui, en fait, j'ai plus du tout de problèmes de santé, je suis très rarement malade. Tu vois, je suis dans tout le truc que les gens n'aiment pas, mais je kiffe les douches froides, etc. Donc, c'est vraiment mon truc à côté, quoi. Ah, il y a un côté un peu revanche, justement, revanchard de j'ai été dans une situation, mais je vais pas me laisser faire par cette situation et aller au-delà. C'est Ok. ça. En fait, je pense qu'il y a trop de gens qui te. En fait, je pense que des fois, en fait, tout dépend de toi.
Tu vois, c'est-à-dire que moi, effectivement, j'aurais pu, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui, des fois, en fait, peuvent subir une situation ou, en fait, décider de la changer, tu vois. Et moi, en fait, ça a toujours été mon indo, si je dois, si je dois citer Naruto, ma raison de vivre, ma raison d'être. Mais c'est de dire, en fait, que on n'est pas déterminé par l'environnement, on est déterminé par ce qu'on pense et ce qu'on a envie de faire, tu vois. Et donc, du coup, moi, aujourd'hui, tu vois, je me dis, quand je veux quelque chose, je suis très, 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 focus dessus, très discipliné pour l'atteindre. En tout cas, je donne tout. Après, ça marche pas, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, moi, de mon côté, je donne tout. Splendide. Et là, dans tous les sports que tu as nommés, là, qu'est-ce que tu fais en ce moment? En ce moment, donc, je fais beaucoup de calisthénie. Donc, calisthénie, c'est du street workout, c'est au poids du corps. Donc, des fois, bah, sur Instagram, je partage un petit peu, mais je kiffe. Tu vois, dernièrement, j'ai maîtrisé le drapeau, par exemple. Je vais faire des handstands, je vais faire des tractions, je vais faire des muscle-up, je vais faire des planches, etc. Donc, j'aime beaucoup cette maîtrise du corps et puis, en fait, de repousser les limites, puisque toi, par exemple, si je compare avec aller à la salle, ben aller à la salle, tu vois, j'y suis allé, tu pousses 100, tu pousses 120, tu fais des squats, etc. C'est cool. Mais le jeu du street workout et de la calisthénie, en fait, il est quasi infini, dans le sens où, en fait, tu peux toujours aller plus loin, tu peux toujours mieux maîtriser ton corps. Et en fait, surtout, moi, j'ai un aspect où ça te permet de rester fonctionnel. Donc, moi, principalement, c'est ce que je fais calisthénie. Et puis aussi courir à côté pour le cardio. Ah, ça me parle ce que tu dis. Je cours aussi et moi, je fais pas de calisthénie, mais je fais du crossfit à côté. Ok. Donc ça me parle vraiment le côté où tu réussis quelque chose, mais c'est pas la fin. Il y a encore quelque chose Hmm. de plus dur que tu peux faire derrière. Ça me parle. Donc à l'occasion, si on se croise. Avec plaisir. Est-ce que tu as des rituels le matin? Quand tu te Alors, réveilles, tu fais quoi? ouais, je sais encore une fois qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que les habitudes c'est des bullshit. Moi perso, c'est ce qui me sauve parce qu'en fait, je suis très alors j'aime pas trop le terme multipotentiel, mais je suis passionné de beaucoup de choses et je peux très vite partir dans pas mal de pensées sur pas mal de sujets. J'aime beaucoup la sensation de démarrer des projets, etc. et tout. Et donc du coup, en fait, moi les habitudes me permettent de me canaliser. Et donc, moi, le matin, je fais un peu ce qu'on appelle le Miracle Morning. C'est un livre j'ai oublié son nom. J'ai oublié son... Paolo Non, c'est Coelho. pas Paolo, c'est un autre. On le mettra, je pense, en description, mais Ouais. le Miracle Morning, donc en gros, c'est vraiment, c'est un peu, il a le système du saver, donc c'est en gros le silence au début. Donc comment tu vas prendre conscience de toi-même, faire un peu un état des lieux, etc. Ensuite, tu as la partie affirmation où tu vas justement te répéter certaines phrases ou autres pour conditionner ton mindset. Ensuite, tu as la partie visualisation, où en fait, tu vas visualiser en fait la roadmap, ce que tu vas atteindre, etc. Ensuite, tu as la partie écriture. Ça aussi, écrire, je trouve que c'est super important parce que il y a une énergie différente quand tu écris des choses vraiment à la main, à défaut du PC. Et donc, il y a ça aussi. Et le dernier point, c'est la partie reading. Donc, tu vas aussi lire un livre, lire quelque chose ou autre. Et en fait, je fais ce truc de conditionnement le matin. Et ensuite, moi, je pars au sport directement avant de commencer à bosser. Ah, merci. Enfin, quelqu'un qui fait du sport le matin aussi. C'est Je, top. je me sens tout le temps seule le matin. Il y a pas beaucoup de personnes qui ont justement cette motivation de se dire la première chose que je vais faire, c'est de bouger. Et pareil que toi, je trouve ça tellement important pour commencer la journée. Ouais, en fait, je pense il y a différents types de personnes et je pense qu'il faut effectivement choisir ce qui te convient. Tu vois, il y a des gens, ils aiment bien faire du sport pour décharger de la journée en se disant, ben, j'ai passé une journée difficile ou autre et ça me permet d'évacuer, tu vois, avant de rentrer chez eux, par exemple, retrouver leur famille ou autre. Et puis, il y en a aussi qui ont besoin de se dire, ben, écoute, j'ai envie de commencer du bon pied parce que quand je commence, je suis un peu dans les vapes. Et ben, du coup, autant mettre ce profil-là, ce temps-là à faire du sport, à écouter un podcast pendant que je fais du sport, etc. pour ensuite bien démarrer dans des bonnes ondes. Donc, je pense que il faut vraiment trouver, faut tester déjà ce qui va. Moi, j'ai testé un petit peu tout, mais je me suis rendu compte que commencer par le sport, c'était moi ce qui me convenait le mieux, quoi. Splendide. Trop bien. C'est quoi la dernière chose qui t'a fait rire, Jérémy? Qui m'a fait rire. Qu'est-ce qui m'a fait rire récemment? Moi, ce qui m'a fait rire, c'est ben le dernier événement de John Lyon là, avec sur le prompt. Et en fait, j'ai revu déjà beaucoup de personnes que je connaissais. Et puis c'était cool de mettre, mais même nous, en fait, c'était cool de mettre vraiment un visage, une personne sur les discussions qu'on peut avoir en ligne, quoi. Donc c'était vraiment intéressant. Et puis oui, avec Lionel, on rigolait tout le temps puisque on comparait, en fait, pour donner le petit truc. Après, il va joke. C'est qu'en gros, en fait, on a vu, donc Lionel Louis, qui est un ami qu'on a en commun, que je salue. En fait, ça fait partie un peu des gens qui sont dans mon cercle proche, avec qui j'ai fait ce qu'on appelait des guérilla day, par exemple. Donc, en gros,
on se met en une déterre, par exemple, de 8 heures du matin jusqu'à 18 heures le soir, on fait que bosser en sprint, on est en visio, ou bien on est dans une même pièce, etc. Et en fait, Lionel, il a fait du code, j'ai fait aussi du code. Et en fait, je disais, mais tu vois, en fait, regarde, en une après-midi, ce que les gens sont capables de faire avec l'IA. Et en fait, on rigolait parce que ça nous rappelait, nous, quand on faisait du code, et le temps que ça te prend juste de faire un site web, ou même de faire une fonction ou un truc du style. Et là, en fait, tout ce qu'on est capable de faire avec l'IA, donc on était en train de se marrer à chaque fois pendant tout cet après-midi-là. Donc c'était vraiment cool. Donc ouais, c'est un petit peu cette good vibes-là que j'ai eu récemment. Et dernière question figée, après on va un peu partir en freestyle. Qu'est-ce qui aujourd'hui fait de toi une personne rare, Jérémy? Une personne rare, je dirais, moi j'aime bien dire que je suis un peu un bug dans la matrice. C'est-à-dire que, tu sais, des gens qui viennent de là d'où je viens, j'en vois très peu dans mon écosystème. À chaque fois, je suis un peu le seul, etc. et tout. Et en fait, je dirais que ouais, c'est un petit peu j'ai l'avantage c'est que déjà je pense que je raisonne différemment, tu vois. Par exemple, je caricature quand je fais des stratégies de growth avec des clients, ou même quand j'ai été dans des codires de certaines structures. Par exemple, quand il y a un souci, la majorité des gens vont te dire ah ben oui, il faut mettre plus d'argent. Et moi, en fait, mon raisonnement, c'est toujours de dire, mais en fait, comment on fait beaucoup avec très peu? Parce que de là d'où je viens, c'est un petit peu cette mentalité-là que j'ai. Donc ça, c'est le premier point, c'est que je suis capable d'avoir une approche très, très, très cost saving, mais en même temps d'essayer d'aller le plus loin possible. Et le deuxième point, je dirais après sur le truc un peu plus technique, c'est que moi, ce qui m'a aidé justement à faire beaucoup mes armes dans le growth, c'est que j'ai pas commencé par le marketing, j'ai commencé par la tech et le développement. Donc en fait, j'ai plus été un dev qui s'est intéressé au marketing. Et ça, en fait, ça a fait que mon approche justement aussi du growth marketing, elle est très technique, très automatisation, etc. Puisque je pense que, tu sais, la vie, c'est un petit peu comme Harry Potter et comme Poudlard. C'est-à-dire que si tu sais pas que Poudlard existe, bah, en fait, tu peux même pas imaginer ce qu'il est possible de faire. Et je pense que c'est la même chose un peu dans le growth. Si tu es juste un marketeur et que tu ne sais pas comment la technique fonctionne, tu ne peux pas savoir qu'est-ce qui est possible de faire. Et donc, du coup, en général, moi, les bons workflows que j'ai pu monter, qui ont eu des très, très bons résultats, c'est souvent un mix entre de la technique, une approche très, très, très technique des choses, mais aussi une approche très, très psychologique des choses. Hmm. Quand tu parles de technique, c'est qu'est-ce qui se passe derrière la machine que tu mets en place pour tes clientes et ton... C'est plus de cette manière-là que tu veux dire? Ouais, je parle de ça. En fait, si tu veux, c'est comment je vais automatiser un process, comment je vais faire en sorte qu'il tourne sans que moi je sois là, mais avec une quasi une hyper personnalisation. Tu vois, typiquement, je caricature, mais par exemple, dans une boîte où j'étais passé, ce qu'on avait fait, c'est que j'avais réussi à brancher un bot sur un Slack dont on n'était pas propriétaire, mais j'avais branché un bot sur un Slack, et chaque fois qu'une personne parlait dans un channel spécifique, je savais qu'elle était intéressée par le growth hacking, et donc du coup, j'allais la retrouver sur LinkedIn en faisant de l'enrichissement et automatiquement lui proposer un contenu adapté par rapport à ce dont elle parlait. Tu vois? Et ben ça, et à chaque fois les gens me disaient, mais ah, c'est exactement ce à quoi je pensais, comment ça se fait que tu sais ça, tu tombes au bon moment, et ceci et cela. Mais c'est parce qu'en fait, les gens ne savent même pas que ça, c'est possible d'être fait, tu vois? Maintenant, je pense que ça s'est un peu démocratisé, mais tu vois, ce type de workflow-là, je les ai montés il y a 4-5 ans à peu près, il y a 4 ans à peu près. Donc en fait, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que cette approche-là, très hyper personnalisée, mais quand même d'essayer d'automatiser au maximum pour que ça fasse des belles choses, quoi. Est-ce que tu peux expliquer la notion d'enrichissement pour que les personnes qui écoutent sachent ce que ça veut dire, ce que c'est, ce que ça implique et ce que ça permet de faire, justement? Ouais, bien sûr. L'enrichissement, en fait, si tu veux, c'est à partir ce qu'on appelle un input, donc une donnée que tu donnes, qui peut être par exemple le nom, le prénom et l'entreprise. C'est comment tu vas réussir à retrouver des informations complémentaires sur une personne. Donc, typiquement, une fois que j'ai le nom, prénom et l'entreprise, l'enrichissement, ce serait de dire que je peux trouver ton adresse mail professionnelle et que je puisse aussi trouver ton numéro de téléphone professionnel, par exemple. Tu vois? Et donc, en fait, basé sur ça, ou bien même ton profil LinkedIn, tu vois, moi, c'était sur le nom, prénom, j'étais capable de retrouver le profil LinkedIn de la personne, par exemple. Hmm. C'est vrai que l'enrichissement, ça sauve. Moi, ça m'a sauvé plein de fois pour des clients qui se plaignaient d'avoir des données incomplètes lorsque tu veux mettre en place une campagne marketing. Donc, effectivement, si tu sais faire dans l'enrichissement, c'est, comme on dit, game changer.
Et qu'est-ce qui t'a poussé justement à t'intéresser à ces thématiques justement de workflow, de standardiser des choses, d'aller à la recherche, de prendre ta pioche, d'aller creuser pour aller, chercher ces informations-là par rapport à ce que tu faisais de base. Pourquoi ça en particulier? Ouais, ben en fait, si tu veux, quand j'ai repris mes études, j'étais en alternance et j'ai travaillé en SS2I, donc en entreprise, en ESN, entreprise de services numériques, je crois, donc en gros une boîte de consulting. Et donc du coup, je faisais du développement, donc je faisais du PHP, je faisais du JavaScript, etc. et tout. Et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que à chaque fois, quand t'es dev, t'es toujours en bout de chaîne. C'est-à-dire qu'il se passe plein de trucs avant, et puis à la fin, on te dit, bon ben voilà, faut développer ça, faut développer X, faut développer Y. Et je me suis dit, ok, c'est cool de dev, c'est intéressant, mais moi je veux comprendre ce qui se passe avant tout ça. Donc du coup, j'ai eu la chance d'avoir un super mentor dans cette ESN-là, qui en plus était le président de l'ESN directement. Donc il m'a vraiment beaucoup aidé et tout. Et en fait, il m'a permis de participer aux rendez-vous, par exemple, commerciaux. Avec les clients, de comprendre pourquoi on développait telle feature, etc., de comprendre les besoins, etc. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, c'est super intéressant. Et c'est là que j'ai compris aussi parce que j'étais en développement web en alternance, mais j'étais aussi en études en marketing. Et là, en fait, j'ai vu vraiment dans l'entreprise à quel point tu peux avoir le meilleur produit, tout part du marketing. C'est-à-dire que si tu arrives, en fait, je pense qu'il y a de très mauvais produits qui se vendent beaucoup. Et il y a de très bons produits qui se vendent jamais. Et en fait, la variable qui change, c'est pas juste un bon produit, c'est une bonne variable, mais c'est aussi la façon dont tu le marketes, la façon dont tu amènes le sujet, la façon dont tu parles du problème, du pain point du persona, et puis à quel point ta solution vient l'aider. Et donc, du coup, je me suis dit, OK, c'est super intéressant. Donc, je voulais pas devenir un full marketeur, mais je voulais pas non plus rester un full dev. Et en fait, c'était l'émergence justement du growth hacking. Il y avait, à cette époque, beaucoup de vidéos. Je regardais beaucoup les vidéos de The Family à l'époque sur ça, etc. Avec Julien Le Coupanec aussi que j'ai reçu moi qui était l'un des premiers growth hackers de The Family et qui, en fait, il envoyait du jus sur YouTube. Je me disais ah ouais c'est vraiment intéressant et tout. Et en fait je me suis dit ah ouais c'est ça que j'ai envie de faire, c'est-à-dire mettre mes compétences techniques mais au service du marketing. Et en fait j'ai creusé mon sillon dans cet écosystème là. Et en fait ouais de me dire en fait que tu codes mais pour des impacts business, je trouve ça, moi, au niveau intellectuel, très stimulant. Complètement. Et est-ce que tu as eu une expérience justement par rapport à cette thématique business, tu vois, en se disant que je vais je vais pas faire du marketing pour faire du marketing, mais faire du marketing à des fins business. Est-ce que tu as un exemple ou une expérience qui t'a particulièrement marqué dans cette vision-là? Un exemple d'expérimentation? Non, mais une expérience en écosystème où tu t'es dit, ah oui, donc c'est pour ça que je fais ce que je fais, c'est pour avoir ce genre de résultat. Ok. Ouais, ben en fait, moi, quand j'étais chez Growstyle, comme j'ai dit, en fait, la chance, en fait, quand tu travailles, alors, je sais pas, moi, j'ai travaillé dans deux boîtes néerlandaises. Euh, Ce qui est cool, c'est que déjà, il y a une culture de l'échec qui est vraiment poussée. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai beaucoup vu ça dans les boîtes francophones. Échouer, c'est pas forcément bien vu. Alors qu'en fait, alors ça peut être les Néerlandais, les anglophones de façon générale, parce que j'ai souvent vu ça. Mais en fait, nous, en fait, par exemple, il y avait un channel où en fait tu félicitais qu'est-ce que tu avais échoué cette semaine. Et en fait, il y avait un truc où même les CEO le font, même les managers le font. Donc en fait, ça fait que t'as pas peur d'échouer. Mais quand t'as pas peur d'échouer, ben, en fait, t'as pas peur d'innover. Et donc du coup, tu apprends beaucoup plus vite que tes concurrents, tu testes beaucoup plus de choses. Et donc du coup, ce qui était intéressant, c'est que nous, du coup, on avait des gros sprints. Donc du coup, je me chargeais, comme j'ai dit, moi, de la partie France. Et donc du coup, en fait, ben, j'avais une équipe de tueurs. Hein. Il y avait Stacy, il y avait Romain, il y avait Goran. Il y avait vraiment des gens super exceptionnels dans la team. Et en fait, on mettait en place pas mal d'expérimentations. Et à chaque fois, ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait des fois un aspect technique. Et on me disait, ouais, Jérémy, comment on peut, ben, est-ce que, en fait, je me souviens toujours de Romain Bellet, qui est un très très bon ami, qui venait me voir en me disant, ben écoute. Est-ce que ça c'est possible de faire ça, gars? Ça je sais pas, moi, parce que lui il codait pas, il me dit, moi je code pas, mais est-ce que c'est possible? Et je lui disais, ouais, je pense que c'est possible. Et donc, du coup, tu vois, on se mettait à deux sur le PC un après-midi, on était à WeWork, un après-midi. Et puis, en fait, moi, j'étais en train de coder, lui, il était en train de faire, par exemple, les landing pages, le copywriting, etc. et tout. Et en fait, typiquement, des fois, on faisait même des landing pages personnalisées pour certains clients avec ce qu'on appelle la Jamstack ou bien même sur Notion, etc. et tout. Et on a fait des vrais trucs, des vraies expérimentations où je me suis dit, bah, c'est ça qui est intéressant, tu vois. C'est pas juste, parce qu'en vrai, en vérité, coder pour coder,
Aujourd'hui, tu peux, et puis on le voit avec, tu vois, tu regardes Cursor, Claude et compagnie, coder pour coder, c'est cool. Mais le vrai point, pour moi, là où l'humain reste très pertinent, c'est comment savoir quoi coder pour quel impact. Tu vois, il y a un peu une espèce de créativité qu'il faut trouver, et c'est pour moi là où c'est super, super intéressant, quoi. Hmm. Effectivement, la partie échec, bon, on parle d'échec, mais je pense que toi comme moi, on a tendance à dire que c'est plus des leçons que des échecs. C'est hyper important, effectivement, dans notre métier parce qu'on a besoin de cette donnée. Ça fonctionne pas pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va mettre en place pour rebondir. Donc, je me reconnais là-dedans 100%. Et dans les échecs, leçons dont tu viens de parler, est-ce qu'il y en a une qui t'a particulièrement marqué, où tu as eu un petit coup de chaud, même si encore une fois ce mindset-là c'est un mindset growth, mais tu as eu un échec particulièrement costaud, mais sur lequel tu as su rebondir? Alors, c'est pas un échec, mais comme tu parles de coup de chaud, c'est plus une mauvaise configuration. Je Ouais. t'explique. En plus, bon, c'est pas de moi, mais j'estime que comme c'est moi qui suis responsable de l'équipe, c'est de moi. En gros, dans une équipe où je suis, donc j'avais une personne avec qui je bossais, donc du coup que j'avais recruté, etc. Et en fait, on avait un workflow où on comment t'expliquer ça? En gros, on était capable, chaque fois qu'il y avait une parution, donc par exemple comme sur Le Bon Coin ou autre, etc., en fait, on était capable de trouver le numéro de la personne et on était capable de lui envoyer un SMS en automatique en lui disant Hey, j'ai vu tel truc, ça a l'air super intéressant, voici ce qu'on fait dans la boîte, etc., etc. Et donc, du coup, ça, ce workflow-là, tu es censé dire, ben, à chaque, en termes d'algo, hein, je parle en termes de workflow, de process, tu es censé dire chaque fois qu'il y a une nouvelle parution, trouve-moi le numéro et envoie un SMS. Mais ce qui s'est passé, c'est que la façon dont ça a été configuré, parce qu'en fait, quand tu as envoyé le SMS, faut mettre, il y a un endroit, quand tu fais dès que tu fais une automatisation, il y a toujours un endroit où tu mets à jour qu'il y a une automatisation qui a eu lieu. On appelle en général un timestamp pour dire, ben voilà, à quel moment ça a eu lieu, etc. Donc du coup, moi, ce que je faisais, c'est que quand le SMS il est envoyé, normalement dans la boucle, tu es censé, dans le tableau qu'on avait, donc dans le Google Sheet, dire, OK, ça a été envoyé tel jour, mais automatiquement, encore une fois. Et donc du coup, parce que moi, quand je refaisais des automatisations, ben, je prends en compte en me disant, quand la colonne, elle est vide, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu encore d'automatisation sur cette ligne, alors lance le workflow. Et le souci, c'est que cette personne-là, elle avait oublié de mettre à jour cette colonne. Donc ça veut dire qu'une même personne a reçu, je pense, une centaine de SMS, tu vois, comme ça. Déjà, ça nous a coûté en termes d'API, mais bon, c'est pas très très cher, mais en termes d'expérience client, c'est chaud, parce que en fait, la même personne reçoit les trucs, et puis en plus, en full automatique. Et comme il n'y avait pas eu comment dire ça? Parce que c'est pas une erreur en soi, parce qu'on avait mis en place des trucs pour si le workflow il bug, mais là c'est pas une erreur, c'est juste une mauvaise configuration. Donc c'est pour ça que là je me suis dit ah ouais c'est chaud un petit peu tu vois, donc on a réglé ça très très vite, mais voilà des petits trucs comme ça arrive de temps en temps quand t'as des workflows qui sont très longs et compagnie, ça peut être un peu compliqué quoi. Et cette personne-là, elle est revenue vers vous. Est-ce qu'elle vous a incendié un peu ou... Ah oui, mais bien sûr, bien sûr tu te fais incendier, bien sûr, à 100%. À 100%. Mais tu dis pardon, désolé, et puis voilà, c'est la vie continue, hein, demain il t'a oublié. En même temps, bon, je me mets à sa place, une centaine de trucs pour, ouais, achète ma solution, c'est pas top. Et à contrario, est-ce qu'il y a une expérimentation pardon, que tu as mis en place et qui a cartonné? Genre vraiment, tu t'attendais pas trop à ce qu'elle fonctionne autant qu'elle ait fonctionné. Euh, Ben, on a eu un truc qu'on a fait aussi quand on était chez Growth Tribe, c'est qu'en fait, on utilisait beaucoup l'event-based marketing, donc l'intent data, c'est-à-dire se baser sur un comportement qui a eu lieu de part d'une personne ou d'un prospect pour ensuite déclencher une certaine campagne. Et nous, en fait, on avait même chose branché un bot sur les levées de fonds. Donc en fait, chaque fois qu'une personne levait des fonds, on était capable en fait de le retrouver sur LinkedIn et de le contacter. Mais on le contactait en fait en apportant de la valeur, c'est-à-dire qu'on lui disait, bah, écoute, et ici, félicitations pour la levée de fonds, c'est trop cool. Je pense que là, vous voulez vraiment scaler et aller prendre des parts de marché et battre vos concurrents. Ben, nous, en fait, on a fait un petit audit très très simple, mais qui va vous permettre de gagner ne serait-ce que 2 à 3 points de conversion.
Est-ce que vous voulez qu'on vous l'envoie? Et en fait, ça, taux d'ouverture à plus de 50%, ça m'avait Waouh. choqué, ça. Et taux de réponse aussi. Et en fait, nous, en fait, on n'avait pas fait d'audit, en vrai. Donc, en fait, moi, ce que je faisais, c'est que quand ils disaient oui, en fait, on avait un autre workflow qui faisait un audit pour la personne, qui était assez standardisé. Et ça permettait justement à nos sales d'arriver en meeting avec de la valeur par rapport à ces personnes-là. Et ça, c'est un truc. En fait, c'est là aussi que j'ai compris que quand tu veux faire de la prospection, ou quand tu veux vendre quelque chose, le premier truc à faire, c'est apporter de la valeur. C'est pas juste dire voici les bénéfices de ma solution, et c'est vraiment de rendre ça très 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 tangible en disant ben voici ce que je fais. Et en fait, c'est un truc que j'ai gardé, c'est un truc que j'ai beaucoup gardé puisque ça je l'ai aussi appris quand je cherchais une alternance. J'ai beaucoup galéré au début, et puis après en fait ce que je faisais c'était des mini audits de sites web pour les boîtes pour lesquelles je voulais postuler. Et en fait même si tu n'as pas d'expérience, ça te fait passer devant tous les gens qui envoient des CV, des lettres de motivation et compagnie, parce que tu es très, très, très concret. Et en fait, tu as déjà un sujet de discussion quand tu arrives en meeting. On n'est plus à savoir est-ce que Jérémy ou Kanye, elle est motivée à travailler avec nous. On est plus sûr, ben, ok, tu as fait ça comment tu as fait ça, pourquoi, etc. etc. Donc, moi, j'ai toujours retenu ça. Il n'y a aucun CEO qui veut pas entendre ce que tu as à dire sur sa boîte. Puis tu tapes dans la réciprocité en plus de te dire que si une personne que je ne connais pas, ni d'Adam ni d'Ève, est prêt à faire quelque chose pour moi, bah moi je vais au moins lui donner un peu de temps et d'attention en échange. Donc je pense que c'est gagnant-gagnant en plus en termes de position que tu as. Ouais, clairement, clairement, clairement. Comment tu gères ton pro et ton perso? Parce que j'ai l'impression que tu bosses énormément dans ce que tu dis jusqu'à maintenant. Hmm. Comment je gère le pro et le perso? Alors, écoute, moi j'ai un truc, c'est que si je parlais tout à l'heure des habitudes et que c'est ça qui me faisait tenir, en fait, j'ai des choses où je suis très flexible et j'ai d'autres choses où je suis très, 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 très rigide. Donc, typiquement, tu vois, le matin, avant 9 heures, je ne regarde aucune notification. C'est-à-dire que mon portable, il est en mode, je l'appelle Leave Me Alone, c'est un mode que j'ai sur mon portable, et j'ai aucune notification. C'est-à-dire que je ne vois rien, tout est grisé là dans mon phone, etc. Donc je fais que mes trucs, je fais ma petite routine, je fais mon sport, j'écoute mon podcast, et j'ai aucune notification. À 9 heures, automatiquement, là le portable se débloque, et j'ai toutes les notifications. Donc ça, c'est le premier point. Même chose et inversement, c'est-à-dire que quand je commence à travailler, ben, mes notifications, puisque j'ai deux numéros, mes notifications perso sont coupées. C'est-à-dire que il y a juste certains numéros qui peuvent m'appeler ou autre, mais sinon je suis très 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 focus. Donc je fonctionne en Pomodoro, donc 25 minutes de travail, 5 minutes de pause, et ça je le fais, tu vois, de 9 heures à midi. Ensuite, une fois à midi, ben, je commence à manger puisque moi je fais le jeûne intermittent. Donc à midi, c'est là où je peux commencer à manger. Donc je commence à manger, etc. Là, mon portable, il rebascule automatiquement en notification perso. Je peux être sur YouTube, je peux être sur Instagram, etc. Et tout, etc. Et puis dès 14 heures, hop, il rebascule en mode pro. Et en fait, c'est un peu comme ça que je gère. Et ensuite, à 18 heures, en général, je ferme le PC. C'est-à-dire que ça aussi, j'ai eu beaucoup de mal au début. Et je pense qu'il faut être flexible sur ça. Ça dépend de si tu as des choses à préparer ou autre. Mais je pense qu'il faut savoir couper. Parce qu'en plus, comme nous, on est dans des professions euh, alors toi, je sais pas, mais moi, je fonctionne. Allez, 95%, je travaille à distance. Ouais. Bah, en fait, t'as pas ce trajet travail, maison, etc. Donc c'est à toi de dire, je coupe maintenant, tu vois, parce que c'est très facile de s'allonger sur ton canapé, d'être avec le PC, d'aller dans ton lit, d'être avec le PC, d'être à la cuisine avec ton PC. Donc il y a ce point-là. Et donc du coup, moi, en fait, c'est juste, j'ai plus des règles très, très, très strictes à ce niveau-là, en me disant, à une certaine heure, je ferme le PC. C'est mon sujet, c'est mon dos, comme on dit. Si j'ai pas été productif dans la journée, j'accepte. Je vais pas faire le mec que j'essaie de rattraper la nuit, etc. J'accepte que, ben là, ok, j'ai été productif, j'ai pas été productif, mais là, j'arrête et je passe à autre chose. Et ça, c'est un jeu mental qui est pas forcément très simple, mais en fait, c'est celui auquel je joue et qui me permet en tout cas de tenir parce que au début, quand j'ai commencé, surtout quand moi j'étais étudiant, j'étais en même temps freelance, ben, j'ai commencé, j'ai pris plein de clients, je devais concilier études, alternance, clients, freelance et tout. Et au final, tu te perds un peu dans le process. Et moi, tu vois, j'ai eu des gros coups de fatigue, donc j'ai pas fait de burn-out, mais j'ai eu des gros coups de fatigue où en fait, parce que le burn-out, il arrive quand tu as une grande conscience professionnelle. C'est-à-dire que tu veux satisfaire tout le monde, mais tu te rends compte que tu n'as pas l'énergie et le temps pour le faire. Et donc, du coup, je me suis dit, mais attends, là, c'est chaud. J'avais 5 6 7 clients. Je me dis, comment je vais gérer ça, etc. et tout. Et j'ai eu des coups de fatigue. Donc, en fait, j'ai appris, même chose, que, en fait, il faut vraiment ne pas t'oublier dans le process. Vraiment continuer à avoir tes habitudes et ta façon de manger parce qu'après, c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que moi, en fait, quand je commence à trop bosser,
je commence à mal manger, je commence à arrêter de faire du sport, je commence à mal dormir. Et en fait, tu es dans un truc où tu es dans un cercle ultra vicieux, tu vois, et t'es moins productif en plus. Donc voilà quoi. Je suis dans le même cas que toi et j'insiste dessus pour les personnes qui écoutent et qui sont à leur compte. Je me suis laissée très rapidement piéger. Je suis pareil que toi. Je suis la plupart du temps dans mon bureau que j'ai aménagé vraiment pour me sentir bien dans ce bureau avec ma bibliothèque, mes plantes, etc. Moi, le red flag, c'est surtout mon environnement. Quand je vois qu'il y a des choses qui commencent à traîner, etc., c'est que je gère mal mon temps. Et justement, je pense que t'es comme moi, hein, t'as pas qu'une activité, t'as des activités. Donc l'idée, c'est de jouer avec tout ça. Et j'ai récemment arrêté avec une cliente, là, il y a un petit mois, qui me demandait d'être disponible après 19h, qui m'envoyait des messages le week-end, le dimanche. Elle me demandait d'être présente vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est là où j'ai dit stop, quoi, stop, parce qu'au bout d'un moment, effectivement, toi, t'as ce que tu acceptes en tant que personne, mais je pense que c'est suffisamment important parce que tu as aussi comment tu vas le véhiculer avec les personnes avec qui tu travailles et mettre ces barrières très rapidement et que tu te dises au bout d'un moment, moi aussi j'ai envie de souffler, j'ai envie de faire mon sport tranquillement, j'ai envie d'aller voir ma famille. Enfin, c'est pas facile comme gymnastique. Ouais, ouais, non, non, clairement, faut pas. Encore une fois, et puis tu sais, il y a des. Ça, c'est les pires clients. Bon, moi, en tout cas, je fais très attention déjà avec qui je bosse. Je dis non la plupart du temps. Mais surtout, en fait, les clients, il y a des clients, une fois qu'ils t'ont donné, même s'ils ont donné que 100 euros, ils pensent que voilà, c'est bon, ils ont maintenant une personne à. En fait, ils ont droit de vie ou de mort sur toi, quoi. Et calmez-vous. Tu vois, calmez-vous. Tu vois, la personne t'a payé, etc. Et puis elle estime que voilà, tu dois être dispo. Ça m'est arrivé au tout début, je me souviens. J'avais une cliente qui m'appelait tout le temps. Et en plus, tu sais, c'est les clients qui. Après, ça aussi, c'était ma faute dans le sens où j'ai pas envoyé la bonne énergie, j'ai pas bien travaillé mon positionnement, je croyais pas forcément en moi parce que j'étais étudiant, etc. C'était mes premiers clients. Et donc, du coup, en fait, c'est le genre de client qui t'appelle en te disant, moi, c'était beaucoup sur les sites web. Et elle disait, oui, bah, écoutez, j'ai parlé avec une amie qui ne connaît rien au site web et qui m'a dit, ben, ce serait mieux de mettre une plage comme ça ou de mettre X, Y, Z, etc. Alors que c'est toi qui es censé être le professionnel. Et donc, du coup, je me disais, mais non, non, c'est pas. Et donc, je devais toujours lutter avec ça. Et franchement, j'ai réussi à me tirer de ce client-là, heureusement. Mais maintenant, moi, je fais très, très, très attention avec qui je bosse. Et ouais, c'est super important, quoi. On pourrait en parler pendant des heures, mais ouais, c'est compliqué. Ouais. Quand t'as dit droit de vie ou de mort, je me suis dit, ah ouais, t'aurais pas pu mieux dire que ça, je pense. T'as un peu commencé à répondre à ma prochaine question. C'est comment on retrouve un peu de ta personnalité dans ta manière de bosser. Tu vois, t'as parlé un petit peu de comment tu automatises ton téléphone quand tu travailles. Mais au vu de ton parcours tech par rapport à tout ce que tu mets en place, par rapport aux outils, est-ce qu'on peut, par certains process, retrouver un peu de Jérémy dans ce que tu proposes aujourd'hui? Ouais, bah écoute, déjà, je suis moi, j'aime beaucoup l'organisation. J'aime bien que les choses soient carrées, soient bien faites, qu'on ait des Kanban bien structurés, qu'on sache qui s'occupe de quoi, à quel moment, etc. Donc ça, j'aime beaucoup. Je pense que même mentalement, c'est comme ça que je fonctionne. Je pense qu'il y a des tâches où il faut être créatif, tu vois. Donc il y a des tâches où il faut laisser ben libre cours à sa créativité. Et puis, je dis ça parce que tu vois, j'ai un client, c'est un artiste. Je l'ai accompagné sur le lancement de sa BD et tout. Et lui, en fait, effectivement, tu peux pas lui dire, il peut pas te dire, je vais faire du Pomodoro et je vais créer les pages de ma BD de 9h à midi. C'est pas comme ça. C'est en fait, il y a un moment, il voit un truc, ça l'inspire, il dessine. Donc je pense qu'il y a ce truc-là, mais je pense qu'il y a aussi beaucoup de tâches où tu peux quand même être processé et être organisé. Donc ça, c'est le premier point, c'est que je suis très, très, très organisé quand je bosse. Et le deuxième point, c'est que je suis très exigeant avec moi-même et je suis très exigeant avec les gens avec qui je bosse, que ce soit des clients ou des prestataires. Donc en gros, même quand un client vient me voir, je lui dis, écoute, je vais être cash quand on va échanger. Je vais pas passer par quatre chemins. Si c'est pas bon, si ce que tu me remets en termes de livrable ou autre, c'est pas bon, je te le dirai. Et surtout, pour ne pas que toi tu perds ton temps ou que moi je perde mon temps, il y a un système de vie quand on bosse avec moi. C'est-à-dire que tous les gens ont trois vies. C'est-à-dire que si tu me remets pas tes livrables à temps, trois fois d'affilée ou autre, on arrête de bosser ensemble. Et à vie, j'arrête de bosser avec les gens. Donc en fait, je le mets avec beaucoup de personnes. Et en général, ça fait son effet, puisque les gens, ça va repousser ceux qui sont pas carrés, qui savent qu'ils sont pas carrés. Mais les gens qui ont besoin de ce boost-là, ou bien qui sont, qui sont très pragmatiques comme moi-même, en fait, ils aiment cette façon de bosser-là. Donc on arrive
On essaie de se respecter, de respecter le temps de l'autre et d'avancer. Donc c'est un petit peu, ouais, comme je dis, maintenant je me force plus à jouer des rôles. Et ça me demande du coup beaucoup moins d'énergie. Je suis comme je suis. Je fonctionne de façon très 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 carrée. Je suis aussi très humain, tu vois, très bienveillant. Mais j'estime que si on bosse et on n'est pas là pour parler 10 ans, quoi. Est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont plus de vie aujourd'hui? Ouais, il y a des gens qui n'ont plus de vie. Il y a des gens qui Aïe, n'ont aïe, plus de aïe. vie, qui me demandent quand est-ce qu'on peut rebosser ensemble et compagnie. Je leur dis non, non, moi je te conseille d'autres personnes, mais avec moi ce sera pas possible. Je pense que, comme on dit, il y a un proverbe chez moi, créole, qui dit une fois ça peut être une erreur, deux fois c'est un choix et trois fois c'est du vice. Donc si trois fois d'affilée t'es pas capable de tenir les deadlines ou de tenir même la promesse que toi-même tu t'es faite, ça m'intéresse pas, tu vois. J'ai la même chose sur le coaching sportif. Tu vois, le coaching sportif, je facture pas, mais il y a beaucoup de gens que j'aide à perdre du poids ou à prendre du poids ou à avoir des meilleures habitudes alimentaires, etc. et tout. Si je te dis de faire ton training 4 fois par semaine, que tu m'envoies pas tes vidéos où tu es en training, après je te parle plus. Ça sert à rien. On va parler d'autres choses, mais me parle plus de sport, tu vois. Parce que t'es pas capable. Si tu le voulais vraiment, tu l'aurais fait. J'aime beaucoup ces tranchées. Tu me parles plus. Ouais, tu peux me parler, mais pas de ça, tu vois. Me parle plus de ça. Me parle plus de sport. Là, j'ai un pote, il me parlait de digital et tout. Je lui ai donné des cours, je lui ai payé des formations. Je l'ai fait venir avec moi, montrer comment je travaille avec des clients et tout. Il l'a pas mis en pratique. Ok, ben on parle plus de ça. On parle d'autre chose, mais tu me parles plus de ça. Ah, dans tous les cas, tu peux te mettre en position d'aidant, mais tu peux pas te mettre en position de sauveur non plus. T'es pas là, enfin, t'es ni leur père ni leur mère aussi, donc effectivement, tu peux faire ce que tu peux faire à la hauteur de tes moyens, quoi. Donc, je comprends. C'est ça. En fait, tu peux pas le vouloir plus que les gens. Ça, faut vraiment que les gens le comprennent dans tout, que ce soit en pro ou en perso, que ce soit la famille ou pas. Si les gens ils veulent, ils vont trouver le temps. Les mêmes gens qui te disent qu'ils ont pas de temps, c'est les mêmes qui regardent toutes les séries Netflix ou les épisodes de Netflix tous les soirs. Les mêmes gens qui te disent qu'ils ont pas de concentration, c'est eux qui peuvent regarder 8 épisodes d'affilée en étant ultra concentrés. Donc c'est une histoire de choix. Maintenant, c'est inconfortable. Je dis pas que c'est confortable, c'est inconfortable. Mais maintenant, si toi, moi je peux t'aider, je peux te donner un boost, tu vois, et te donner la direction, etc. Je fais beaucoup de calls hein, avec des plus ou moins jeunes qui m'appellent, qui me demandent des conseils sur des trucs, il y a aucun souci. Mais si toi, tu mets pas même en pratique ce que je te dis, je peux pas le vouloir plus que toi, hein. Hmm, complètement. Comment ton approche sur l'automatisation elle a changé avec le temps, du moment où enfin, tu as commencé à découvrir ça avec d'autres de tes pairs, sur la partie bah, peut-être quand tu étais financier jusqu'à maintenant où t'es un pro, tu es un pro avec un bon bagage je pense. Comment elle a évolué avec le temps, sachant que je pense que dans ta réponse il y aura très certainement l'intelligence artificielle qui va se greffer là-dedans. Mais quelle est ta conception vis-à-vis de cette notion aujourd'hui? Ouais, bah écoute, pour moi, l'automatisation, comme je dis souvent, même quand je parle de growth, quand on est en growth et qu'on a très peu de moyens et qu'on veut faire des grandes choses, il y a deux choses pour moi qui sauvent les gens. Il faut être organisé, donc organisation, même trois choses, organisation, process et automatisation. C'est-à-dire que avant un peu cette approche où tu dis en fait comment tu peux te soulager des tâches plus ou moins chronophage, c'est pour moi super important pour tout type de business. Ça, c'est le premier point. Maintenant, comment ça a évolué? Bon, j'ai toujours une approche qui est toujours un peu la même, et je vais parler après de l'IA, mais en soi, je vais toujours mapper le process, parce qu'en fait, normalement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on automatise ce qui fonctionne, ce qu'on a déjà éprouvé manuellement. Si tu vas automatiser quelque chose, mais tu sais pas si ça fonctionne concrètement, bah en fait, tu vas juste te créer de la dette technique, rechanger les API et ceci et cela. Donc, il y a quand même une partie où je vais tester manuellement des choses. Et puis ensuite, une fois que je vois que ça fonctionne et qu'on veut le passer à l'échelle, là, je vais l'automatiser. Maintenant, l'automatisation, ben, ce n'est ni plus ni moins que de l'algorithmique, donc des if, des else, des branches, etc. et tout. Mais c'est ce qu'on disait, ce dont on parlait en off, c'est qu'en fait, au départ, tu peux avoir des très gros algos comme ça, avec des if, des else, etc. Et puis ensuite, tu peux avoir une approche maintenant avec les agents IA surtout, où en fait, tu vas juste brancher tes outils, tu vas donner un objectif à l'agent IA, et c'est lui qui va se charger de faire l'algo en fonction des données que tu lui donnes qui arrivent, tu vois. Et en fait, pour moi, mon approche, elle a changé où euh, t'as plus. Enfin, ça va dépendre en fait des secteurs, mais j'ai beaucoup moins d'algorithmie que maintenant. C'est-à-dire que maintenant, j'ai un agent IA, j'ai des outils qui lui sont liés, et en fait, c'est lui qui fait un peu toute cette tambouille-là, si tu veux, tu vois. Est-ce que il y a cette notion où bon, je vais un peu parler de mon côté data scientist et je vais très vite refermer
cette porte parce que c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Mais tu vois, en data science, enfin, tu me parlais de ton côté code, mais tu vois, sur la partie Python, par exemple, il y avait un moment où on devait vraiment tout coder en Python, vraiment de A à Z. Et puis maintenant, il y a des espèces d'add-on, entre guillemets, que tu vas juste te charger en Python, de brancher pour savoir là où l'input, donc ce que tu vas injecter, c'est ça, faire configurer la machine qui est déjà présente et configurer l'output, grosso modo. Est-ce que en enfin, je referme cette parenthèse du coup. Est-ce que c'est un peu la même chose aujourd'hui sur l'automatisation, tu penses, par rapport aux agents IA? Ouais, ben c'est un peu la même chose parce que j'ai fait aussi un peu plus de la data analyse et des pipelines. Toi, j'ai fait des ETL, Oui. etc. Donc, extract, transform, load. Donc, en gros, comment tu vas brancher plein d'outils. Ça peut être ton CRM, ça peut être Google Analytics, etc. Comment tu vas extraire toutes ces données et puis les charger à un seul et même endroit comme un data warehouse, comme peut-être BigQuery ou autre. Et ben, tu vois, en fait, ça, déjà, par exemple, des outils comme Fivetran qui existent aujourd'hui qui te permettent automatiquement d'avoir un peu ces pipelines-là, ben, tu gagnes déjà beaucoup de temps, tu vois. Et ben, sur la partie Python dont tu parlais, tu vois, ne serait-ce que quand je pense à la librairie Panda, quand tu découvres, c'est Pandas ou Panda? Chaque fois je me trompe. Voilà. Panda, ok. Quand tu as Panda, tu vois, et que tu fais en fait tes calculs, tu as plein de trucs qui sont déjà préfaits. Aujourd'hui, Panda, tu as des fonctions. Donc, c'est une librairie qui permet de, quand tu lui donnes un jeu de données, qui va peut-être te ressortir des insights, te dire qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, peut-être des fois même te faire des prédictions si après tu peux l'utiliser après. Mais tu vois, Panda, tu as des fonctions, en fait, il peut te calculer automatiquement les moyennes, le client qui dépense le plus chez toi, le client qui dépense le moins, la région, oui, la région, le produit le plus utilisé, et ceci et cela. Donc ça, tu peux le faire manuellement avec Python, mais tu vois, tu as une fonction qui peut te faire ça. Eh ben, l'automatisation, c'est un peu la même chose avec les agents IA. C'est-à-dire qu'en fait, si ton prompt, ton objectif, il est bien défini, en fait, tu n'as plus besoin de réfléchir à comment faire X, Y, Z, tu vois. Juste, il a toutes les données qui lui viennent, donc ça peut être par API ou bien ça peut être par un message vocal ou une condition que toi tu lui donnes, et après c'est lui qui s'occupe de faire la tambouille, tu vois. T'as plus du tout besoin de tout faire manuellement. Je pense que c'est intéressant de savoir le faire manuellement, tu vois, si jamais tu veux vraiment des trucs très 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 précis, mais en l'occurrence tu peux déjà aller très très loin maintenant sans tout comprendre, quoi. Et justement, parce qu'au final, quand tu regardes au fur et à mesure du temps, on a tendance à tous, même les marketeurs, hein, parce que là, je pense que vous voyez, les personnes qui écoutent ou qui voient, on parlait de marketing, là, on commence à parler de pandas. Euh, mais selon toi, c'est quoi le sweet spot entre ce qu'on va mettre en place côté tech, ce qu'on va mettre en place côté automatisation et la touche humaine qu'il faut garder dans l'exemple que tu as donné, hein, de quand il faut faire de la prospection, il faut donner de la valeur, faut se rapprocher le plus du besoin de la cible que tu souhaites toucher. Selon toi, c'est quoi qu'il faut garder en technique et qu'est-ce qu'il faut garder en humain, en manuel selon toi, c'est quoi? En fait, mon approche sur ça, même par rapport aux agents IA, c'est qu'en fait, en fait, il y a une espèce de sweet spot qui est déjà créé et qui est en train d'être creusé. C'est en fait créer des agents IA, mais verticalisés. C'est-à-dire, je m'explique. Imaginons, toi, Kani, tu as une connaissance très, très, très profonde d'un sujet, par exemple la data science, comme tu disais, et tu vois qu'est-ce qui fait perdre du temps dans la data science, où est-ce que tu pourrais aller plus loin, ou bien où est-ce que des fois, je sais pas, imaginons si demain tu dois recruter des gens, tu vas recruter quelqu'un, mais qu'est-ce qu'il doit faire? Eh ben en fait, quand tu as une connaissance très profonde d'un sujet, tu peux créer un agent IA qui va venir solutionner un espèce de ce pain point-là. Je te donne l'exemple. Je suis intervenu sur un sujet où en fait, on a un client qui travaille dans l'industrie. Donc lui, son panier moyen, c'est des paniers moyens à peu près à 200 000 euros. Donc le gars, il vend des grosses pièces de grosses machines, donc moi je comprends même pas tout, mais il vend ces trucs-là. Et en fait, là où il perdait du temps, c'est qu'en fait, des gens le contactent, lui, il doit euh, lire les différentes documentations des pièces, contacter les fournisseurs, voir effectivement si la pièce est disponible ou pas, et ensuite faire le devis en mettant sa marge et en envoyant le devis au client. Eh bien ça, on l'a totalement automatisé. Mais c'est Hmm. parce que lui, il sait où est-ce qu'il perdait du temps. Donc du coup, on a chargé les différentes documentations, on a donné l'accès à l'envoi des mails à l'agent, etc. Et en fait, ça lui permet en fait de gagner. Il me dit, mais ça nous fait gagner un temps fou, un temps fou. Et il y a un deuxième point aussi, malheureusement, que les gens évoquent plus ou moins, mais c'est plus en off, c'est que la majorité des CEO, ils vont te dire, si je peux mettre de l'IA dans ma boîte, j'ai vraiment envie,
parce que l'humain, c'est le plus compliqué à gérer. Autant, tu vois, tu peux avoir des superbes aventures humaines et rencontrer des gens et avoir des... Moi, tu vois, chez Glowstop, c'était mon premier CDI, j'avais fait que du freelance avant, j'étais même pas chaud au début, ils m'ont dit oui, viens, tu verras, c'est pas comme un CDI, etc. J'y suis allé, c'était l'une des meilleures expériences de ma vie. Tu vois, parce que j'ai rencontré que des gens, mais super sympas, on a rigolé, c'était vraiment trop trop bien, tu vois, j'en garde des très très bons souvenirs. Mais tu as aussi des fois des CEO qui vont faire confiance à des gens, et puis les gens, au final, vont pas forcément la jouer cool, tu vois. Donc au final, pour un CEO, surtout en France, c'est très difficile, tu vois, au niveau des employés, ça peut être très compliqué. Donc en fait, tu as ce sweet spot-là où en fait, je pense qu'il faut avoir une personne qui a une expertise dans un domaine qui n'est pas encore bien digitalisé. Et quand tu aides ces personnes-là, mais ça fait des trucs de fou, quoi. Hmm. Et tu as commencé à en parler justement, mais est-ce qu'il y a d'autres pièges dans lesquels, bah, quand tu veux automatiser ou autre, il faut surtout pas tomber selon toi? Ben, je dirais qu'il ne faut pas vouloir tout automatiser, comme je disais, sans tester, sans bien comprendre le besoin. Et puis aussi, juste automatiser pour automatiser. Il faut pas que ce soit fancy. Il faut que ce soit vraiment concret et que tu puisses, tu vois, moi, par exemple, ce que je fais avec les clients, c'est que je leur demande de mapper le process qu'ils font déjà aujourd'hui manuellement. Tu vois, dis-moi ce que tu fais, dis-moi le temps que ça prend et dis-moi quelle action vient après. Donc, ils me mappent tout le process, donc ils me font une espèce de cartographie. Et en fait, très vite, on est capable de dire, ben, OK, cette brique-là, on peut l'automatiser, cette brique-là, on va pas l'automatiser, etc. Donc, je pense qu'il faut avoir une approche très pragmatique et fonctionnelle quand tu fais de l'automatisation, quoi. Ok. Alors, j'ai une question, strictement pour les auditeurs, je connais déjà la réponse, mais c'est quoi tes outils indispensables aujourd'hui? Ah, tu me fais trop rire. Euh, alors, mes outils indispensables, je dirais Zapier. Non, je rigole, jamais. J'allais dire tu mens et vraiment de manière très ouverte. Non, moi, en fait, en gros, je suis un... Donc, moi, je suis un outil indispensable, je dirais N8N, parce qu'en fait, c'est un outil que j'utilise depuis 4 5 ans maintenant. Et c'est un outil, franchement, que je trouve mais trop bien fait. C'est surtout, en fait, au début, quand j'ai commencé à l'utiliser, je discutais directement même avec le fondateur. C'est-à-dire que j'avais des problèmes sur des trucs. Il y avait un gars qui s'appelait aussi Archil à l'époque, qui était super sympa. Et en fait, il m'aidait à me débloquer des trucs, parce que c'était pas aussi élaboré que c'est maintenant. Mais moi, je l'utilisais déjà parce que au début, j'utilisais beaucoup des fonctions Python dans Google Cloud pour faire certaines automatisations ou autres. J'utilisais même aussi des fois... le truc Google Apps Script aussi par rapport à Google Sheet et tout, mais en fait N8N était venu, c'était trop bien, ça se connectait à vraiment tout, etc. Donc j'avais vraiment beaucoup kiffé. Et en termes aussi de coût, parce que les autres, que ce soit Zapier ou Make ou etc., bah en fait c'est cool quand tu dois transférer un workflow à une équipe et que tu veux que l'équipe soit autonome. Je pense que ces outils-là sont beaucoup mieux parce qu'ils sont beaucoup plus faciles à prendre en main. Par contre, en termes de coût de stack technique, moi, tu vois, en tant que head of, c'est ce qu'on me demandait beaucoup. C'est en gros, OK, tu veux mettre ça, ça coûte combien? Juste dis-moi, ça coûte combien? Et en fait, quand tu as cette dimension coût qui rentre en compte, eh ben, en fait, tu dois faire attention. Et en fait, N8N, en termes de coût, c'est vraiment quasi dérisoire par rapport aux autres outils. Et tu peux faire autant de choses. Donc, moi, c'est N8N. Après, je dirais aujourd'hui ben, beaucoup les agents IA. Donc, tu as des modules agents IA dans N8N. Et puis après, ben, les API de façon générale. Une fois que moi, tu me donnes les API, le module d'agent IA et N8N, je peux automatiser quasi tout ce que je veux, quoi. Il y a Apify aussi que tu utilises, si je dis pas n'importe quoi également. Apify, j'ai déjà utilisé, mais ça fait pas partie de ma stack technique, mais j'ai déjà utilisé c'était sur des choses aussi très précises parce que Apify, l'avantage que Apify a, c'est qu'ils ont déjà aussi codé des bouts de code, de scrapping, etc. sur certains sites web. Donc il y a certains sites web qui vont être, sans rentrer dans la technique, qui vont être générés par ce qu'on appelle de l'Ajax, donc du JavaScript, et qui vont pas être en HTML et CSS. Et donc du coup, en fait, eux, ils ont directement certains scrappers que tu peux utiliser. Donc c'est pas le truc de ma stack technique, mais je l'ai déjà utilisé, ouais. Hmm. Et du coup, on t'a parlé de ta stack. Ce serait quoi les meilleurs conseils que tu pourrais donner à une personne qui peut-être part de zéro, voit tous les outils qui existent dans le marché avec des outils super avancés, d'autres plus débutants. Ce serait quoi selon toi tes conseils pour te dire je vais démarrer avec tel outil, tel outil, tel outil? Alors, je pense dire à ses proches qu'on les aime, se mettre en mode avion pendant une semaine, aller sur n8n.io, faire les 2 certifications qui existent, et ensuite
moi je suis très project driven. Je pourrais partager, j'ai des templates d'apprentissage en disant, ben, au lieu de dire je vais tout apprendre ce qui existe, fais les deux certifications. Et ensuite, dis-toi, ben, je prends un vrai sujet et dis, je veux automatiser telle chose. Et là, en fait, tu vas apprendre en faisant. Et tu verras qu'au bout d'une semaine, c'est comme la salle du temps avec Sangoku et Sangohan quand ils voulaient battre Cell. Tu verras qu'en fait, tu vas ressortir de là très, très, très puissant et que les gens te regarderont différemment. Merci pour cette rêve que j'adore. Moi, je me vois avec mon grand frère en train de regarder tout ça. Merci beaucoup. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par N8N. Hein, Euh, alors, ok, donc on se dit, on a N8N, on a installé, on l'a dans notre PC, etc. C'est quoi la méthode, ta méthode pour mettre en place une automatisation de zéro en te disant étape 1, il faut que je fasse ça, étape 2, il faut que je mette ça en place, étape 3, qu'est-ce que tu peux conseiller? Ouais, ben déjà, je mappe le process, comme je disais précédemment. Donc, c'est quoi le process aujourd'hui manuellement? Qu'est-ce qui existe aujourd'hui? Ensuite, je décide à chaque fois quel outil je vais utiliser à chaque étape. Donc déjà, je vais faire après un benchmark d'outils, voir s'il existe des API, s'il existe directement des scrappers en ligne, etc. Ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, très simplement, je vais aller dans N8N pour coder ce truc-là. Donc le no-coder, si je puis dire, no-coder tout ce process-là. Et la quatrième étape, c'est que je vais mettre en place de la gestion d'erreurs. Donc vraiment pour, si le workflow il bug, que je sois informé. Moi, tu vois, je le branche beaucoup sur des Discord ou sur des Slack en disant dès qu'il y a une erreur, envoie-moi le code de l'erreur, envoie-moi le workflow en question qui a bugué. Comme ça, je peux directement voir le workflow, où est-ce que ça a bugué. Et puis, le cinquième point, ça va être le test. Donc en fait, je vais tester ce workflow-là sur ma propre adresse mail ou bien sur des données test, des données bêta avant de le mettre en production. Donc ça va être ça principalement. Moi sur l'automatisation, c'est assez simple, mais j'essaie vraiment de suivre ces étapes-là parce qu'à chaque fois, je vois les gens directement aller dans N8N ou même dans un outil pour automatiser. Mais moi, en fait, j'estime que le cerveau, il est en deux temps. Il y a un temps pour réfléchir, brainstormer, créer, et il y a un temps pour exécuter. Et j'ai remarqué qu'en général, si tu essaies de faire les deux en même temps, donc réfléchir et en même temps exécuter, eh ben en fait, tu perds du temps. T'es pas si productif que ça parce que tu vas dire, ah oui, mais en fait, j'ai oublié tel truc. Ah ouais, mais c'est tel truc. Alors qu'en fait, non. Je pense que la guerre se gagne dans les plans et que tu dois vraiment poser ton truc, réfléchir, t'aligner avec les équipes, dire, ok, on part sur ça, parfait. Et là, tu commences à builder. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi qui suis certains élèves et qui veulent monter en compétences, entre autres sur la partie automatisation, parfois ils foncent tête baissée en se disant je vais aller soit sur N8N, soit sur Zapier, soit sur Make, et ensuite ils viennent, ils disent Camille, ça marche pas, je comprends pas. Et en fait c'est tout bête, mais parfois je pose juste la question pourquoi tu veux mettre ça en place, ils sont incapables de répondre à cette question. Alors que, comme tu as dit, ne serait-ce que se dire l'objectif de mon automatisation, je vais passer par tel outil, telle chose, tu as déjà fait pour moi la plupart du travail. Ensuite, toi, tu vas juste brancher, débrancher, faire ta maintenance, et puis voilà. Mais ne serait-ce que le verbaliser, je pense que ça fera du bien à tout le monde. Ouais, ouais, non, non, et puis, en fait, aussi, et puis, je dis ça, mais j'ai fait cette erreur-là au début, hein, j'ai Ah, nous appris, j'ai tous, compris. nous tous. Mais en fait, c'est parce que quand tu vas dans l'outil, c'est ce qui est sexy. Tu vois tes nœuds, tu fais des trucs, t'es dans le truc, tu codes, tu geeks, t'es content. C'est le sexy. Mais en vérité, moi, j'ai toujours compris, c'est que le, la valeur se trouve beaucoup dans les choses pas sexy. C'est-à-dire le truc que personne ne veut faire et tout, ben, prends ton temps de vraiment poser, d'étudier, de regarder la donnée, ceci et cela, parce que c'est là, en fait, que la vraie valeur, elle se trouve, tu vois. Donc, Je rajouterais de penser petit aussi au lieu de penser grand parce que les automatisations, tu peux avoir très vite des embranchements qui vont dans tous les sens et quand tu montres une grosse automatisation à un débutant, ça les fait peur. Alors que hmm, parfois juste deux ou trois nœuds, peut-être ça suffit à régler ton problème. ok, ouais, non, clairement. Comment tu mesures, parce que mine de rien, en tant que growth marketer, que ce soit toi comme moi, on a une notion de test and learn, de tester ce qui fonctionne pas, ou d'itérer ou d'arrêter si ça fonctionne pas. Comment tu mesures l'impact d'une automatisation que tu vas mettre en place? Mhm. Alors sur l'automatisation, c'est assez simple parce que comme je pars de mon mapping et que je pars du temps qui est passé sur chaque étape, en fait, je suis capable effectivement, une fois que c'est mis en place, ben, très simplement, j'ai le temps de workflow dans N8N. Bon, je sais en fait mon automatisation, elle me prend combien de temps à faire. Par exemple, tu vois, sur les audits que je génère à la volée, typiquement, je sais, ben écoute, ça va me prendre par exemple, je sais pas,
une trentaine de minutes de dire je vais sur tel site, je prends le chiffre, je vais sur SEMrush, je regarde les mots-clés là où il est, je prends la page, j'essaie de comprendre les taux de conversion et les machins et tout. Eh ben aujourd'hui, tu vois, je sais que mon truc d'audit, il le génère en 17 secondes. Tu vois. Donc en fait, c'est très pragmatique de savoir le temps que tu gagnes, parce qu'en fait, tu as ces temps-là et puis tu sais le temps que ça te prenait avant et tu vois le temps que ça te fait gagner, après. Puisque l'automatisation, c'est un peu je mets des guillemets, tu vois, c'est pas comme le marketing où tu vas dire, bah écoutez, on va tout faire pour vous aider à être visible, etc., etc. Même là, tu peux aussi mesurer les impressions, etc. Mais l'automatisation, c'est une science assez exacte en disant, on va vous automatiser le workflow. À la fin, le workflow sera automatisé et il va vous faire gagner du temps. Il n'y a même pas trop de débat à avoir sur ça, tu vois. Complètement. Et comment tu fais justement la documentation autour de tout ça? Parce qu'au final, comme tu as dit, tu as la partie mapping, la partie amont sur qu'est-ce que je vais mettre en place, quels nœuds, quels outils, etc. Tu as la partie prod, donc mise en place, lancement, gestion des erreurs. Mais après, sur la partie, je dis passation, justement, si tu dois le faire pour un CEO ou une autre boîte qui n'est pas la... Enfin, une boîte qui est une de tes clientes, comment tu gères la documentation pour que l'automatisation soit accessible d'une personne tech, entre guillemets, à une personne marketing lambda? Hmm. Ouais, ben, clairement, en fait, l'automatisation, moi, pas la documentation, pardon, c'est un peu, tu vois, moi, je crée déjà beaucoup de cours de par tout ce que je fais, etc. Et en fait, j'ai vraiment un truc où je documente vraiment tout ce que je fais maintenant. J'ai compris que ça aussi, c'est le truc boring, mais c'est le truc très, très, très important. Parce que il y a pour les autres, mais même pour toi, en fait, des fois, tu n'as même pas te souvenir, tu fais tellement de trucs, tu n'as pas te souvenir comment tu l'avais fait, etc. Tu vois, moi, j'ai des templates sur tout, hein, même pour lancer des projets, j'ai des templates de tout, j'ai des frameworks que je suis qui font que, automatiquement, j'ai toujours un dossier un peu sample, un peu test, que je duplique et je sais exactement tout ce qu'il y a, etc. Et toujours, j'ai toujours par rapport à ta question sur la passation, j'ai toujours, en fait, des petites vidéos où en fait je passe sur le truc, j'explique comment ça fonctionne, pourquoi, comment le changer, etc., etc. Ça, je l'ai fait dès le début avec quand je faisais des sites WordPress à l'époque. En fait, je faisais des petites vidéos, je vendais ça en bonus. Je faisais des petites vidéos de montée en compétences sur WordPress et je montrais comment changer une image, comment changer un blog, comment changer l'article, comment changer la page, comment uploader l'image, etc. et tout. Et ça, c'est super important que tu aies ça, même déjà pour scaler ta personne toi-même en disant, bah, écoute, il y a une vidéo, un peu comme tu as fait pour le podcast, hein. Tu as une vidéo, regarde, et puis si tu as des questions, tu me dis. Et moi, c'est ce que je dis, c'est que au lieu d'arriver en meeting et puis je te montre tout, etc., je peux le faire la première fois pour comprendre les points de friction. Mais à terme, le but, c'est que tu aies toujours un peu un input avant le meeting qu'on a à faire ou autre pour qu'ensuite on soit très, très, très efficace dans cette réunion-là, quoi. C'est une bonne manière de travailler, effectivement, de dire je restitue mon travail rien que pour toi. Enfin, je sais pas si tu as d'ailleurs ce truc de ton côté, mais moi j'aime bien parler de mon travail, faire un loom ou autre, ne serait-ce que pour voir si moi déjà j'ai bien compris ce que j'ai fait et si je suis satisfaite de mon travail. Et parfois, tu sais, tu fais même des modifications en live en mode ah mince, ça effectivement je l'ai pas bien fait. Blablabla. Ça t'arrive toi de temps en temps quand tu restitues ton travail? Ouais, ouais, ça m'arrive. Après, moi, je veux, en fait, j'essaie, bah, tu vois, tous les deux, je pense, tous les deux, on donne des cours. Et tu vois, quand tu as donné beaucoup de cours, tu vois, moi, j'ai vu passer, je pense, plus de 1500, presque, je pense, 2000 personnes. En fait, tu te rends compte que il faut avoir beaucoup d'empathie Oui. quand tu fais les choses. Et des fois, ce qui va, toi, te paraître simple, faut vraiment essayer de vulgariser, vulgariser, vulgariser au maximum et que ce soit très, très simple. Donc, effectivement, moi, j'essaie d'avoir des trucs, très, très didactique. Mais tu vois, même quand je fais un cours, à chaque fois, j'ai un peu un framework qui fait que je suis quasi sûr de vraiment expliquer concrètement ce que je fais. Tu vois, j'ai toujours une mise en contexte. Donc ensuite, j'ai un peu le framework que je veux faire. J'ai les 3 points, 3 ou 4 points. Je vais dans chaque point et je détaille ce qui se passe. Ensuite, à la fin, je donne un exemple. Donc de mise en application de ces 3 points-là. Et à la fin, je donne un cas pratique ou une mise en place. Et ce qui fait qu'en fait, en suivant ce truc-là, je suis quasi sûr que la personne a compris pourquoi on fait ça, comment on le fait et comment elle peut le faire ensuite. Tu vois. Hmm. Donc en fait, moi, c'est un peu, j'ai toujours des frameworks beaucoup sur ça. Et comme je disais, tu vois, ça, c'est des temps de réflexion que tu passes dessus en te disant, mais comment la personne, je peux être sûr qu'elle va comprendre ce que j'ai à lui délivrer ou autre. Eh ben, en fait, tu vois, tu as ces réflexions-là qui arrivent. Et une fois que tu as ça, ben oui, le but, c'est de vraiment vulgariser au maximum, quoi. C'est pas facile, hein, de vulgariser notre travail, c'est pas le plus simple, mais moi je t'avoue que j'en tire un intérêt personnel à vulgariser pour savoir si. Parce que
Il y a un de mes anciens mentors qui disait lorsque tu parles que en jargon, ça montre aussi une certaine. Enfin, que tu ne maîtrises pas exactement ton sujet. Alors que si tu arrives à le dire avec des mots simples, bah en fait, je pense que tu comprends bien ce que tu fais. Exact. Bah écoute, on arrive vers la fin. Encore une fois, merci d'être venu parmi nous. Est-ce que, en dernière question, si tu dois donner un conseil à quelqu'un bah, qui se reconnaît dans ton parcours, qui a envie de se dire, bah franchement, ce qu'a dit Jérémy pendant 1 heure, là, ça m'intéresse, j'ai envie de me lancer dedans, etc. À part d'aller sur N8N, mais ça, je pense qu'on l'a compris. Ce serait quoi les conseils que tu donnerais à un débutant et quels seraient les skills qu'il devrait développer, que ce soit des skills en perso ou des skills vraiment professionnels? Ok. Déjà, je lui dirais de croire en lui. Parce que c'est vrai que quand on est débutant, je pense on l'a même aussi tout au long de notre vie, ça dépend de ce qu'on fait, mais on a beaucoup le syndrome de l'imposteur quand on commence. Moi, franchement, je me disais non, je suis pas capable, non, je peux pas. Au final, je me suis retrouvé à régler des soucis de grosses agences. Moi, petit étudiant, dans ma chambre étudiante, j'étais en train de régler des soucis, etc. Donc, le premier, je dirais de croire en lui parce que si toi-même tu crois pas en toi, il y a personne qui le fera, malheureusement ou heureusement. Donc, il faut vraiment croire en toi. Le deuxième point, je dirais en termes de soft skills, ce serait de développer beaucoup l'empathie et l'écoute active. Faut vraiment quand tu débutes, faut vraiment écouter, regarder, comprendre. Donc avoir vraiment cette position un peu d'apprenant. Mais moi, je la garde tout le temps, peu importe le niveau. Mais vraiment avoir une position d'apprenant pour toujours écouter et comprendre ce que l'autre est en train de faire, comment il le fait, et comment toi aussi tu peux t'en inspirer. Et puis après, en termes de hard skill, donc ça dépend de ce qu'il veut faire. Tu vois, moi aujourd'hui, je suis très produits digitaux, tunnels de vente, webinars, etc. et tout. Mais ça dépend de ce qu'il veut faire. Mais je dirais en fait de beaucoup s'intéresser, pardon, à la psychologie humaine, parce que la technique, ça devient de plus en plus accessible. Donc en fait, il pourra aller très très vite dessus, mais beaucoup comprendre la psychologie humaine, Mhm. comment l'être humain fonctionne, qu'est-ce qui le motive, qu'est-ce qui le motive pas, et c'est super important. Est-ce que tu as, toi qui lis beaucoup par exemple et qui écoute beaucoup de podcasts, est-ce que tu as des conseils de lecture ou autres pour avancer là-dessus? Mhm. J'ai lu, alors attends, je sais pas si je l'ai ramené. Attends. Euh, Ah oui, celui-là. Hop. J'ai celui-là qui est intéressant sur. Ah, pardon, c'est la caméra est là. Qui s'appelle Reprogrammation mentale. C'est de Robert Mercier. Et ça, c'est en termes de psychologie. Je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai conseillé à beaucoup de personnes parce qu'en fait, ça te permet de toi-même te reprogrammer en termes de discours et de comprendre aussi comment fonctionne l'humain. Et il y en a un deuxième qui est super intéressant sur la psychologie. C'est Robert Cialdini, Influence et manipulation, qui est aussi super et qui te permet aussi de comprendre comment les gens fonctionnent, quoi. C'est mon livre préféré que C'est je... vrai? Ouais, c'est mon livre préféré. Bah, c'est entre autres lui qui m'a donné envie de créer Rare sur le principe de la rareté. Euh, Hmm. je le Ok, conseille tout le temps. Franchement, trop je bien. pense que j'ai vendu quelques livres. Je devrais être affiliée d'ailleurs. Bah Trop écoute, bien. merci Jérémy. On va passer à la partie démo. Yes, ok. Donc là, on passe à la démo. Qu'est-ce que tu vas nous montrer? Écoute, j'ai pensé à une petite démo assez simple où en fait, moi tu vois, je pense, on a tous connu ça, c'est-à-dire l'agence. Pourquoi les gens disent que l'agence ça ne scale pas ou que c'est compliqué? C'est souvent parce qu'en fait, on passe beaucoup de temps sur des tâches pour lesquelles on n'est pas payé. Ça peut être les tâches de suivi et autres. Et là, en fait, je me suis attaqué à une tâche, c'est celle de faire les devis. Donc j'ai pensé à un pote, hein, qui s'appelle Michael, et qu'en fait, des fois, il a beaucoup de demandes, donc beaucoup de leads, mais en fait, pour générer les devis, en fait, ça lui prend un petit peu de temps. Il doit comprendre le besoin du client, il doit générer le devis, il doit l'envoyer, et des fois, en fait, le souci, malheureusement, c'est que des fois, tu fais des devis, mais des fois, le client, il va pas forcément prendre le truc chez toi, ou des fois même, il utilise son devis pour challenger d'autres agences ou d'autres prestataires. Donc, en fait, je me suis dit, OK, il faudrait que sur la génération de devis, on passe pas tant de temps que ça. Donc, en gros, le workflow, il est assez simple. Il y a un client qui fait une demande de site web. Donc là, on part sur une agence qui crée des sites web. Il y a, donc on utilise l'outil, pardon, Fillout, que je vais montrer juste après. Ensuite, on va générer le devis et on va envoyer l'email avec justement le devis. Et ça, en fait, ça va être fait par un agent IA, en l'occurrence. Donc en gros, le but là, tu vois, c'est de gagner quasi presque 1 à 2 heures sur de la génération de devis.
Et donc, le premier outil que j'ai utilisé, donc on aurait pu utiliser Tally, Typeform, Airtable, peu importe. Là, j'ai utilisé Fillout, que je trouve qui est vraiment pas mal. Et puis aussi, on peut le brander un peu à notre sauce, quoi. Donc, en gros, j'ai des champs ici, hein, très simplement, que je peux faire glisser ici. Donc là, je suis resté sur un truc très très simple, hein, mais j'ai mis juste nom du client, email et quel est votre besoin, faire ma demande de devis. Et donc, du coup, ça ressemble à ça. Donc, c'est ça que vous envoyez au client. Et de l'autre côté, pour réussir ce workflow-là, donc qui est ici, j'aurais besoin effectivement de N8N, donc on va voir juste après, et j'aurais besoin ici d'une grille tarifaire. C'est-à-dire que j'ai une grille tarifaire en interne, là j'ai pris un truc encore une fois très simple, mais j'ai une grille en fait qui a les prestations que je fais, qui a aussi la tarification de ces éléments-là. Et donc, du coup, l'agent IA va se baser sur ça en fonction du besoin de la personne et de ma grille de tarification. Et bien, va pouvoir justement générer un devis pour mon client. OK? Donc, on va passer à la démo. Donc, ça ressemble à ça sur N8N. Je vais juste zoomer un petit peu comme ça, on aura un peu plus de vue. Hop. Donc là, j'ai un webbook. Alors, ce que je fais, c'est que je fais peut-être la démo et comme ça, après, j'explique tous les nœuds. Donc là, je vais activer mon webbook. Ça veut dire que maintenant, je peux remplir mon élément. Donc là, je vais mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre Cani. On va mettre... Bon, je vais mettre mon email pour qu'on ait... Et quel est votre besoin? Alors là, on aurait pu mettre par exemple un menu déroulant. Mais imaginons, je sais pas, il va me dire site vitrine. Hop. Hop. Donc là, je fais faire ma demande. Ok, on voit que là, en fait, la donnée, elle est arrivée directement ici. Donc, je l'ai ici. Quel est votre besoin? Site vitrine. Là, j'ai mis Cani, etc. Donc, j'ai ma donnée. Donc, qui est arrivée ici. Donc, ça veut dire que là, chaque fois qu'un client va remplir le formulaire, la donnée, elle va arriver ici, automatiquement. Et là, en fait, ce que je fais, c'est que je lance mon agent IA. Donc, tout ça, encore une fois, est automatique une fois que c'est en production. Là, c'est pour la démo, je le laisse en test. Mais donc, du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné un input à mon agent IA, donc avec des données ici, et je lui ai donné plusieurs fonctions ici, qu'on va juste voir juste après. Alors, hop, on attend un petit peu. Ok, là, j'actualise juste moi ma boîte mail. Et du coup, je vois qu'ici, par exemple, donc bonjour Cani, donc on a encore une fois un truc très simple. Bonjour Cani, vous trouverez ci-joint votre devis pour la création de site vitrine à l'adresse suivante. N'hésitez pas à me contacter pour toute question, etc. Et là, en fait, tu vois que, là, tu vois, c'est pas esthétique, mais tu vois, il est capable de me redonner, en fait, le site vitrine, le prix, etc., etc. Et ça, en fait, ça dépend juste de l'esthétisme que tu vas mettre après. Mais tu vois, on peut remplir automatiquement des champs avec les bonnes données. Et ça, en l'occurrence, comment ça fonctionne? Eh ben, en soi, donc, j'ai mon webbook, comme je disais, donc, j'ai mes données qui arrivent ici, donc du formulaire. J'ai ici les champs, donc je vais redéterminer dans tout ce que j'ai en entrée ici. Moi, c'est pour que le workflow il soit plus performant. Je ne garde que certains éléments. Donc, je garde que le nom du client, l'email et le besoin. Et ça, en fait, ce sont des données dynamiques. Donc, ça veut dire qu'elles seront adaptées à chaque demande qui est faite, donc à chaque client, etc. Ensuite, ce que je fais, c'est que j'ai un modèle ici de raisonnement. Donc, en gros, il a besoin, en fait, pour pouvoir réfléchir et comprendre ce qui a été marqué dans le message, etc., il a besoin justement d'avoir un modèle un LLM, donc pour raisonner. Donc là, j'ai le nombre de tokens que ça m'a pris, etc., etc. Et puis ici, typiquement, donc là, j'ai pris OpenAI, hein, j'aurais pu prendre autre chose. Mais là, en fait, tu vois, j'ai beaucoup de modèles qu'on connaît plus ou moins que je peux utiliser. Là, j'ai pris le 4O mini parce que c'est pas une tâche qui nécessite beaucoup de réflexion. Mais typiquement, j'ai mis ça ici. En général, tu peux aussi mettre une mémoire si tu veux qu'il ait accès à un chat pour discuter, à de l'historique de messages ou à une base de données, etc. Tu vois, tu peux avoir tu peux avoir plusieurs éléments ici. Là, j'en ai pas besoin en soi puisque mon besoin il est ponctuel et j'ai déjà donné la grille tarifaire ici. Donc en soi, je donne la grille tarifaire ici, donc qui me permet en fait, si tu veux, de naviguer dans cette grille que j'ai ici. Ensuite, je lui donne la capacité de créer un document. Et ensuite, une fois qu'il a créé le document, je lui donne la capacité d'update un document. Ça veut dire qu'une fois qu'il a créé le document il est vide. Et en fait, il est capable de coller le contenu, d'écrire dans le document, etc. avec ça, tu vois. Et le dernier point,
c'est que je lui donne aussi la possibilité d'envoyer un email. C'est pour ça que là, tu vois, on a reçu notre email avec la pièce jointe ici. Ok. Donc typiquement, tu vois, un agent IA, ça va te permettre de faire ce truc-là. Et là, tu vois, j'ai juste à le mettre en prod. J'ai juste à lui donner un esthétisme un peu plus cool pour la génération de devis. Mais ça veut dire que maintenant, toutes les personnes qui me font des demandes ou bien pour Michael, il peut leur envoyer un formulaire que les gens remplissent et automatiquement, ils ont un pré-devis. Sachant que là, tu vois, j'envoie l'email, mais je pourrais aussi juste créer un brouillon sur Gmail et puis moi-même vérifier si le devis est bon, etc. etc. quoi. Donc voilà un petit peu pour cette démo. Splendide, merci beaucoup pour cette super démo. Puis en plus, là, c'est un template, mais j'imagine que tu peux aller faire par exemple un Google, aller reprendre un template Google Doc, le dupliquer, remettre les informations pour avoir le côté esthétique dont tu parlais. Mais en tout cas, l'important, c'est d'aller plus vite, en tout cas sur la partie devis. C'est ça, exactement. Trop bien. Bah, merci pour cette démo, Jérémy. Et merci d'avoir été présent pour ce podcast tout court. Si nos auditeurs ou nos viewers veulent te contacter aujourd'hui pour X ou Y raison, comment ils peuvent te contacter? Bah déjà, toi, merci pour l'invitation. C'était très cool d'échanger avec toi, Kani. Et puis, je pense qu'en fait, très simplement, les gens peuvent me retrouver sur selfupgrade.fr. Ils peuvent me retrouver aussi sur LinkedIn directement aussi, donc Jérémy François. Et puis, principalement, c'est ça, hein, selfupgrade.fr ou bien sur LinkedIn, sur Instagram, Jérémy Upgrade. J'ai un podcast aussi, une chaîne YouTube, donc c'est Self Upgrade. Donc, tout c'est l'upgrade. Il y a pas de, c'est la même chose un peu partout. Bah, très bien, tu t'es brandé partout, c'est très bien. C'est ça. Merci à toi, t'es le bienvenu si tu veux revenir un jour. Et puis merci aux auditeurs d'être venus et d'avoir écouté ce long podcast où on vous a donné plein de pépites. On se retrouve dans 2 semaines et puis voilà, à très vite. Merci beaucoup, Kani.